vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France comme tous les vendredis soirs. Retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère avec nous ce soir. Hallo, ich bin Birgit Holzer, deutsche Journalistin. Hola, buenas tardes, Juan José Dorado, periodista español. Alberto Toscano, buonasera, giornalista italiano. Bonsoir, Richard Verly du quotidien suisse Blick. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, la canicule bien sûr, Emmanuel Macron à Kiev et puis le bac. J'ai pour mission de vous transformer en bachelier. D'aucuns diront mission impossible. Je relève le défi et je La gagne. sacro-sainte épreuve de philo avait lieu cette semaine, exception française ou pas. Le bac d'ailleurs est-il encore une référence? Vous nous direz ça. Ah mais ils l'auront, leur bachoumi, ils l'auront. La parola Le mot de la settimana. de la semaine. Et on commence donc avec cette canicule. Notre mot de la semaine, c'est bien sûr chaleur. Je vous dis ça pour vous, Juan José, il fait chaud, beaucoup trop chaud. Vous me l'avez dit en arrivant, Alberto, vous vouliez même venir en maillot de bain. Oui, je voulais venir à maillot de bain, mais On aurait je aimé l'ai pas voir fait, ça, Alberto. Je ne l'ai pas fait. Je dis, peut-être il y a des caméras, là, j'ai évité. Restons sobres. Et revenons sérieux, 14 départements sont ce soir en alerte rouge, record battu dans au moins 11 villes aujourd'hui, dont Carcassonne par exemple, où il faisait 40 degrés 4. Le record du jour, c'est dans le Gard, 41 degrés 8 à l'ombre, bien sûr, on le précise, à Villevieille. Ça vous inquiète, ces vagues de chaleur ? C'est inquiétant, forcément, on commence à être habitué, même si la France n'est pas autant habituée que l'Espagne. L'Espagne, depuis des décennies, a des plans anti-canicule qui sont déjà mis en place et qui sont déclenchés. Vous avez des alertes météo, par exemple, comme nous, alerte rouge ? Il y a des alertes météo, il y a des plans anti-canicule qui se déclenchent à partir de 25, 27, 29, 30 degrés. Et donc, à différents degrés, on va ouvrir de plus en plus les différents plans qui ont été mis en place, que ça soit au niveau des centres de santé, que ce soit au niveau des pompiers, des différents organismes qui ont intérêt à... Et vous trouvez que la France est moins bien préparée que l'Espagne, par exemple ? Ah oui, mais sans aucun doute. Un exemple, parce que je pense que c'est ça qui marche. Hier soir, j'étais dans un EHPAD, dans une banlieue parisienne, voir quelqu'un, et à la sortie, l'infirmière me dit, si vous avez chez vous des ventilateurs, vous les amenez pour la chambre. Mais le problème, c'est que c'est impensable en Espagne. Les EHPAD, les hôpitaux, ils ont de l'air conditionné. Les chambres, partout, toutes les chambres. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans un EHPAD, en Galice, tout au nord de l'Espagne, mais en Espagne, la généralité, c'est qu'il y a de l'air conditionné dans les EHPAD et dans les chambres, justement. Et pas que dans les chambres, dans les appartements de façon générale. On en a beaucoup aussi. Alberto, en Italie ? Il y a l'électricité aussi. Arrêtez. On la paye, on arrive à la payer. En Italie, vous êtes mieux préparé que la France ou pas ? Oui, parce que effectivement, l'habitude à la chaleur existe depuis longtemps et dont le réflexe de l'air conditionné est effectivement présent dans plusieurs villes. Ceci dit, la chose qui m'inquiète de plus de cette vague de chaleur n'est pas directement la chaleur, et ce qui est lié à la chaleur. Tout d'abord, l'air absolument sale. À Paris, je crois aussi dans d'autres villes, l'air est sale parce qu'il ne pleut pas. Il ne pleut pas depuis longtemps. Et s'il pleut, c'est 4 gouttes. Et donc, moi, je perçois vraiment dans mon nez, je dirais, dans mes poumons, quelque chose qui ne va pas. Et c'est toute la saleté qu'il y a dans l'air. Et l'autre chose est les cours d'eau. En Italie, le Pau est dans une situation dramatique. Les rizières, je viens d'une partie d'Italie où il y a les rizières, on a du mal à inonder les rizières parce que l'eau manque. Donc, il y a une agriculture qui souffre dans toute l'Europe du Sud, je crois. Certainement en Italie, certainement en France. Donc, les conséquences de la chaleur sont à la limite bien plus graves que la chaleur en elle-même. La France fait moins bien que l'Espagne, que l'Italie, en Allemagne, Birgit ? Je dirais pas ça. Déjà, il n'y a pas
il n'y a pas cette façon de voir la gestion de façon centralisée. Du coup, j'ai regardé. Par Länder Oui, c'est Länder qui décide plutôt. J'ai regardé, c'est l'année dernière que la première fois un ministre de la Santé a proposé un budget pour le climat, pour ce genre de problème. Donc ça n'était jamais arrivé avant. Il n'y a pas de plan canicule. Non, il n'y a pas de plan canicule national comme ça. Après, forcément, il y a des mesures au niveau local, régional, mais depuis quelques années, en été, je fais toujours des articles pour mes journaux en présentant un peu les mesures que la France prend, notamment depuis 2003, je pense, avec la grave canicule, parce qu'effectivement, il y a des mesures qu'on n'a pas forcément en Allemagne. Donc, par exemple, le fait d'appeler systématiquement des personnes âgées pour savoir si tout va bien, ça n'existe pas en Allemagne. Ça existe de plus en plus, mais pas aussi systématiquement. Donc, je dirais pas que la France est mal préparée d'une certaine manière. Alors, le gouvernement a réactivé hier un numéro vert. Jean-Luc Mélenchon a ironisé ce matin en disant c'est une cabine téléphonique, ce gouvernement qui met à tout va des numéros verts. Même chose pour Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Écoutez-le. Ce gouvernement se transforme en numéro vert pendant que l'ensemble de la population étouffe. Il y a un enjeu pour les personnes qui travaillent. Ça devient dangereux de travailler sous une telle chaleur. Il y a un enjeu pour les personnes isolées, notamment les seniors. C'est criminel comme inaction, c'est irresponsable. On a de plus en plus d'éléments climatiques extrêmes qui s'avancent aggravant parce que ce gouvernement n'a rien fait pour lutter contre le dérèglement climatique et c'est la population et les plus vulnérables qui en payent le prix. Alors bien sûr, on est en campagne électorale, les législatives, on le rappelle, c'est dimanche, il y a peut-être un peu de ça là-dedans. Mais Richard, vous trouvez, c'est vrai que la question du climat n'est pas assez au centre de la politique en France ? Non, je crois pas. Je crois elle a été au centre quand même de cette campagne électorale, à beaucoup de points de vue. Et quant à la canicule, c'est assez intéressant parce que si on compare ce qui se passe en Suisse et les réactions en Suisse à la canicule, vous avez moins chaud. Ce sont les mêmes. Non, c'est les mêmes en pleine. Ce sont les mêmes températures exactement. Là, on annonce 38, je crois, dans le canton du Valais. Mais ce qui me frappe, c'est que en Suisse, bien évidemment, on est préoccupé des conséquences que ça peut avoir sur les personnes âgées, etc. Mais globalement, ce qui l'emporte en ce moment, c'est le côté festif. C'est-à-dire que la chaleur, on va pouvoir se balader. Allez, pourquoi ? Pour deux raisons. Parce qu'on a deux échappatoires qui sont pas tellement vrais pour une grande partie de la France. C'est les lacs où on peut se baigner. Toute la France ne peut pas se baigner dans les lacs, c'est le littoral, bien évidemment. Et d'autre part, les montagnes où on peut se réfugier. On peut monter et on aura moins chaud. Mais globalement, je trouve qu'il y a moins de dramatisation. Mais c'est assez nouveau en France, vous ne trouvez pas ? Parce que jusqu'ici, on disait très dramatique, super, revoilà l'été, etc. On a presque l'impression qu'on est dans une ambiance d'explosion atomique. Oui, mais sauf que ces températures-là, on les a jamais observées un mois de juin. Oui, mais vous avez jusqu'à un certain point, parce qu'il y a eu, je suis à Paris depuis 36 ans, il y a eu des années où j'ai eu vraiment beaucoup si tôt dans l'année chaud. Je ne peux pas dire si c'était 34 ou 35, mais mon souvenir personnel, c'était des mois de juin très chauds à Paris. Et puis vous avez quand même cette horrible expérience de 2003 et 10 000 morts. On aurait dû apprendre. Et cette histoire des numéros verts, ça nous a fait quand même un tout petit peu rigoler du côté espagnol, parce que numéro vert, mais quand vous avez 80 ans et vous êtes chez vous, vous attendez quoi ? Décrocher le téléphone et appeler un numéro vert pour demander quoi ? Alors qu'est-ce qu'on fait en Espagne ? Ça n'existe pas les numéros verts en Espagne ? Ça existe, mais pas pour ça. Qu'est-ce qu'on a développé en Espagne pour les personnes âgées ? On les appelle, mais surtout, elles sont pour la plupart dotées d'une espèce d'horloge ou des mécanismes qui déclenchent, s'ils ont besoin adéquat que ce soit, qu'ils tombent ou qui se sentent mal. Un bouton d'alerte. Un bouton d'alerte, et vous avez un médecin qui vous appelle juste derrière. Ça, c'est beaucoup plus facile pour une personne âgée. Mais un numéro vert, où voulez-vous qu'elles appellent ? Ils appellent pour avoir de l'aide. Une personne âgée a droit d'appeler pour avoir de l'aide. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir un numéro vert ? Je ne vois pas la polémique. Oui, justement, ce qui me fait sourire, c'est qu'il y a toujours une polémique. S'il fait très chaud, s'il neige, s'il pleut, il y a toujours... Ça, c'est français, Richard. Oui, c'est-à-dire que la canicule est politique, en fait. Donc, on savait que tout est politique en France, mais y compris la canicule, alors que, d'abord, heureusement, il semble quand même qu'elle ne va pas durer très longtemps, il faut quand même le rappeler. On dit que la semaine prochaine, ça va être différent. Donc je trouve que c'est, peut-être que c'est la période de la campagne électorale, mais encore une fois, systématiquement, tout est tragique en France, en ce moment. Moi, et ça pèse un peu lourd. Richard, si tu permets, je préfère le voir de l'autre côté. Et tout est politique en France, mais il y a aussi une campagne électorale qui a du mal à parler de vraies politiques, à parler des vrais sujets qui inquiètent l'opinion publique. Et alors, on rend
très politique, une canicule, un numéro vert et tout ça, on trouve presque des prétextes pour faire une polémique, en évitant de parler de ce qui devrait faire réellement la polémique. Et bien justement, on va parler des législatives dans un tout petit instant. On reviendra aussi sur le voyage d'Emmanuel Macron en Ukraine. Coup de com' ou pas, coup de génie ou pas, vous en débattez. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Met Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. 19h31 sur RTL. Avec nous toujours ce soir, Juan José Dorado, Birgit Holzer, Alberto Toscano et Richard Verly. Et comme promis, donc direction l'Ukraine. Embarquement immédiat. Cie nevmerla Ukraina. L'Ukraine n'est pas morte. Ni la gloire, ni la liberté de l'Ukraine ne sont mortes. Vous pouvez compter sur la fraternité de l'Europe pour faire en sorte que l'Ukraine reste libre. C'était hier à Kiev, première visite donc d'Emmanuel Macron depuis le déclenchement de l'offensive russe. On en a dit quoi à l'étranger? Il était temps, Libération par exemple titre ce matin, un train de retard. Joli titre. Il était temps, Richard? Oui, il était temps et je crois que malgré les apparences, ça ne va pas complètement faire oublier le retard en question. C'est bien évidemment, les Ukrainiens sont très contents de ce qu'ils ont entendu, ils sont très contents de ce statut de candidat immédiat à l'Union européenne qui devrait être confirmé, que la Commission européenne a proposé également ce vendredi et qui pourrait et devrait être confirmé au sommet européen la semaine prochaine. Mais je crois qu'il y a une inquiétude autour d'Emmanuel Macron. Je pense que les Ukrainiens se demandent quand même si Emmanuel Macron est totalement sincère. Et ça, c'est le fait d'avoir laissé autant de temps s'écouler sans être allé à Kiev. Vous avez écrit cette semaine, jamais le « en même temps » macronien n'a été aussi mis à rude épreuve. Mais je pense que oui, parce que le « en même temps », dans une situation de guerre, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Alors même s'il y a de bonnes raisons, quand même, d'être précautionneux sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il faut quand même regarder les choses en face. Mais en politique, le « en même temps » dans une situation de guerre, c'est intenable. Birgit, vu d'Allemagne, il était avec le chancelier Olaf Scholz. C'est ça. Et il y a eu le même reproche qu'on a fait à Olaf Scholz depuis très longtemps. Effectivement, d'un côté, on a un discours d'amitié, un discours de soutien. Et de l'autre côté, il manque quand même les faits, les actes de la part de l'Allemagne. Il manque effectivement des armes lourdes qui sont toujours pas arrivées, en fait, qui ont été proposées depuis longtemps. Aussi le fait qu'ils viennent pas. Il y avait pareil, des semaines, des mois de hésitation. Et là-dessus, on retrouve même d'une façon assez malheureuse le couple franco-allemand qui, les deux, n'ont pas su vraiment agir aussi vite que attendu de la part de l'Ukraine, je pense. Et aussi, les deux ont un peu presque double discours, parce que tous les deux se sont plutôt prononcés contre une adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc, on comprend pas trop non plus ce sorte de revirement. Est-ce que c'est lié au fait que de toute façon, il y a tellement de conditions à une adhésion à l'Union européenne que de toute manière, ça va durer des années, comme l'a dit Emmanuel Macron à Strasbourg en mai. Donc, il y a un peu je pense que c'était très très attendu qu'ils s'y rendent, et en même temps il y a plusieurs bémols effectivement. Alberto, cette visite elle intervient dans un contexte bien particulier. On est en plein campagne de second tour des législatives ici en France. C'est dimanche, on le rappelle, le second tour. Et cette visite, elle a suscité beaucoup de critiques de la part de l'opposition, qui l'ont accusé, Emmanuel Macron, de coup com'. Hier, Jean-François Copé sur RTL disait c'est de la pure folie. Vu d'Italie. Je ne vois pas pourquoi ce serait une folie. C'est un moment important pour l'Europe. Les représentants des trois principaux pays de l'Union européenne, trois pays fondateurs qui plus est, sont allés ensemble à Kiev. Ils ont fait 11 heures de train ensemble. Ils ont eu le temps aussi pour faire un sommet informel utile à la discussion sur l'avenir de l'Union européenne. Donc, je crois qu'ils ont fait leur devoir. Pas trop tard. Ils auraient pu aller plus tôt ou plus tard. La preuve du succès de cette initiative est qu'aujourd'hui, Boris Johnson est allé, lui, après les Européennes. Alors, il y était allé avant, si je peux me permettre. Il y avait été avant, mais il a couru le jour suivant. Évidemment. C'est la preuve qu'il y a eu un succès politique de cette initiative. Pour ceux qui regardent l'adhésion à l'Union européenne, il fallait évidemment donner le statut de candidat. Être candidat ne signifie pas être membre. La Turquie est candidat depuis
depuis 22 ans. Et elle n'est pas morte. Si vous permettez, je rajoute, heureusement, n'est pas encore membre, parce qu'un pays qui occupe une partie de l'île de Chypre sans que personne dise quelque chose, et un pays de l'OTAN qui occupe militairement une partie du territoire d'un pays de l'Union européenne, ça devrait faire réfléchir, mais on ne parle que de l'Ukraine, donc n'en parlons pas. Et je crois de toute façon que la discussion pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, pour que cette candidature se transforme en un résultat effectif, prendront plusieurs années. Richard, pardon. Oui, attention quand même. Et quand je dis attention, c'est au processus que je m'intéresse. C'est pas un jugement politique, mais il y a une dynamique, Alberto. Et ce qui est clair, c'est que la dynamique est très très forte en ce moment en faveur de l'Ukraine, la dynamique politique, et qu'il y a eu, j'ai vérifié, parce que quelqu'un m'avait dit l'Espagne avait aussi été candidat immédiat. Eh bien non, il y avait eu 1 an et demi entre le moment où l'Espagne avait déposé sa candidature, après la dictature de Franco, et l'acceptation du statut de candidat. Et ensuite, dans le cas de l'Espagne, et donc du Portugal aussi, il y avait eu 8 années de négociations. Très franchement, je ne suis pas du tout sûr que ça prenne 8 ans pour l'Ukraine. Ah oui, Juan José, vu d'Espagne, plus que 8 ans, crois-moi. Parce que l'Ukraine est un grand pays producteur agricole, et du point de vue français, avoir pour la politique agricole commune, parce que la guerre ne va pas durer éternellement. Cette décision d'octroi d'un statut immédiat est dans le contexte de l'état d'urgence de la guerre. Mais ensuite, il y aura les problèmes réels qui vont rattraper les discussions, et je suis pas sûr. Et il faut, on le rappelle, l'unanimité des 27 pour que ce soit validé. Juan José, un mot, et justement, le voyage est tardif, et justement, ce n'est pas cette annonce qui était attendue de toute façon par tout le monde, qui va changer quoi que ce soit à la défiance ukrainienne vers Macron. Et ce n'est pas peut-être parce qu'il est arrivé trop tard, mais tout simplement parce que cette déclaration qu'il avait faite par rapport à Poutine, il ne faut pas humilier la Russie. Donc on est passé des il ne faut pas humilier Poutine à on va faire ce que veut l'Ukraine. Et tout ça en 15 jours. Donc cette méfiance vient plutôt de là et pas du fait qu'il est allé peut-être trop tard du côté de l'Ukraine. Mais il a répété pendant la conférence de presse qu'il ne faut pas humilier la Russie. Avant de quitter la France, Emmanuel Macron avait lancé un appel aux Français depuis le tarmac. Écoutez. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Nous avons besoin d'une majorité solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Appel lancé bien sûr en vue du second tour des législatives. Juan José, vous levez les yeux au ciel. Oui, non, mais parce que ça en fait réagir. Éviter un désordre français, comme si des élections où des Français votent et élisent quelqu'un d'autre que lui, sont dans le tort. Dans sa tête, le désordre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Comment tu peux dire ça ? C'est quoi la démocratie ? On ne peut pas la défendre en disant « surtout, votez pas pour l'autre, parce qu'alors là, ça va être le bordel ». Non, on ne peut pas dire ça. Il a raison de dramatiser, Richard, ce second tour. Sur le plan des résultats, peut-être. Peut-être que c'est la bonne stratégie, mais je suis d'accord avec Juan José, c'est très problématique. C'est une forme de populisme à l'envers. C'est-à-dire qu'on se drape dans la défense de l'État contre les électeurs, disons, potentiellement insurgés. Ça ne fait qu'accroître les fractures, mais ça peut payer. Ça peut apporter la majorité absolue qu'il réclame. C'est comme ça qu'il a gagné la présidentielle. En disant, ne votez pas pour l'autre. Et en disant, il y a un danger si vous votez pour l'autre. Il a gagné comme ça. L'autre a changé entre temps. Et justement, est-ce que vu de l'étranger, ça vous a surpris ces résultats de premier tour ? C'est-à-dire qu'on a eu un duel Macron-Le Pen pour cette présidentielle. Et là, on se retrouve avec un Macron-Mélenchon. C'est un peu le duel qu'on a eu vu d'Allemagne. Je pense qu'on s'est habitué au fait que le président en France a aussi une majorité à l'Assemblée nationale. Et là, effectivement, c'est risqué. C'est possible que ça ne soit pas le cas. Et en fait, peut-être Emmanuel Macron va devoir composer avec le Parlement, ce qu'il n'a pas vraiment fait pendant 5 ans. Donc, effectivement, pour lui, c'est un danger, parce que pour lui, c'est le désordre, parce qu'il ne pourra pas gouverner comme il a fait pendant 5 ans. Mais vu d'Allemagne, c'est plutôt signe aussi d'une possibilité d'un rôle plus important pour le Parlement. Ça dit quoi de la France ? Qui a un système électoral très compliqué, vous savez. Parce que oui, il y en a qui ont fait plus de 50%, ils ne sont pas pour autant élus. Pour expliquer aux Espagnols qu'avoir 25% au premier tour ne veut pas dire avoir 25% au Parlement, il faut bien le comprendre. Hein. Parce que pour nous, forcément, un seul tour, on ne comprend pas. Donc il a fallu expliquer 10 fois, en 30 secondes chaque fois. Vous savez comment ça se passe chez les médias. Quel est le système. Mais ils ont compris à la fin ou pas ? J'espère qu'ils ont compris, sinon ils vont me virer.
Allez, on va marquer une petite pause, 19h41. Et toute autre chose, juste après ça, le bac, l'épreuve de philo avait lieu cette semaine. Alors, est-ce ou non une spécificité française? Vous nous direz ça dans moins de 2 petites minutes. À tout de suite. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. 19h43 sur RTL, troisième partie d'Ils refont la France. On va parler du bac dans un instant. Juste avant, pendant la pub, on continuait à discuter et on évoquait cette campagne des législatives. Richard, vous m'avez dit, j'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron avait formé un nouveau gouvernement. Non, je pense que de la même manière que Juan Rosé disait qu'il est très difficile d'expliquer le scrutin français puisque le pourcentage de voix que vous avez ne signifie pas le pourcentage de députés, il est tout aussi difficile d'expliquer pourquoi Emmanuel Macron change de Premier ministre et de gouvernement avant les élections, 1 mois et demi avant les élections, alors que normalement vous attendez le résultat des élections et en fonction de celle-ci, vous faites votre gouvernement. Mais il pensait que ça lui donnerait un élan peut-être? Oui, mais enfin c'est pas pour ça que c'est simple à expliquer. Allez, on passe au bac. The figure of the week. Le chiffre de la semaine. Notre chiffre cette semaine, c'est 520 000, comme le nombre de lycéens qui ont passé hier l'épreuve de philo du bac. C'était avant-hier d'ailleurs. Toujours un événement ici en France. La preuve avec cette archive de 1965. Coup d'envoi pour le baccalauréat. Début des épreuves écrites. Patrick Pénaud, vous avez assisté à la sortie de ces malheureux torturés. Des malheureux torturés. Voilà comment en 1965 sur RTL on décrivait les candidats au bac. C'est une torture ce bac vu de l'étranger. Ça vous fait sourire, Juan Rosé? Oui, non. Enfin, notre système est plus ou moins semblable au français, oui. Sauf qu'il y a quand même quelques différences. C'est que nous, c'est pas sur la dernière année, c'est sur les 2 dernières années. Et puis nous, à la fin de l'équivalent des terminales, on a un examen sur la fin de la terminale. Et après, si on veut aller à l'université, on doit passer encore un autre examen. Le bac ne donne pas accès à l'université. Non. Ça ne donne pas accès à l'université. Donc effectivement, mais par contre, nous n'avons pas des épreuves comme vous. La philosophie n'est pas du tout obligatoire dans le bac espagnol. Birgit, c'est une torture le bac français ou... C'est une torture partout, je crois. Après, nous, effectivement, encore une fois, on a 16 bacs, parce qu'on a 16 Länder, et chaque land organise tout ce qui touche l'école. Effectivement, pour le philo, quand je suis arrivée en France, j'étais très étonnée de la culture des Français de philosophie. Ils connaissaient beaucoup mieux le philosophe allemand, etc. Vous faites de la philosophie, vous, non, au lycée? C'est facultatif. Moi, j'ai jamais eu. Et je trouve que c'est une très, très bonne chose, parce qu'on critique beaucoup la France, mais je pense que c'est une bonne chose d'enseigner la philosophie Alberto. À l'école. Misère de la philosophie. Il y a la philo en Italie? Oui, il y a la philo, c'est l'histoire de la philo. Et même dans les lycées scientifiques, dans les bacs scientifiques que moi j'ai eu, il y avait philo et je l'étudiais avec enthousiasme. Ceci dit, en France, le bac est une liturgie, un énorme phénomène médiatique. Et en Italie, c'est important, mais cet engouement de l'opinion publique pour le bac... Mais parce que ça nous replonge, on se souvient tous du jour où on a passé le bac, non? Vous savez qu'à Paris, il y a même la rue du bac. Bah bien sûr. Tellement le bac est entré dans les mœurs. On a aussi la bac. Hein. On a aussi la bac. Plus sérieusement, mais du coup vous m'avez perturbé, Alberto. Mais il y a un grand oral par exemple chez vous, ce qui est l'une des nouveautés. L'année dernière chez nous c'est arrivé. Il y a l'écrit et l'oral. À l'écrit il y a 2 matières, dont une l'italien, une composition d'italien, hein, évidemment. Il y a plus de contrôle continu. Et il y a une deuxième matière selon le type d'école. Et il y a un oral sur plusieurs matières. Et là, mais ceci dit, la participation est massive, mais aussi le nombre de ceux qui passent cet examen est tout à fait massif. Presque tout le monde. Tout le monde là aussi en Italie. Oui, en Espagne aussi. Tout à fait. 96% l'année dernière. Voilà. En Allemagne. Tout le monde a le bac, enfin l'équivalent du bac. Non, pas du tout. On a plusieurs écoles. Après, c'est encore une fois différent, mais non. Quand j'ai fait le bac, il y avait à peu près un tiers des. Un tiers seulement. Et aujourd'hui?
Un peu plus. Ça monte. Oui, on a un système en Suisse très proche de celui de l'Allemagne, puisque vous avez toute une partie des élèves qui se dirigent vers l'enseignement professionnel et qui ont des diplômes professionnels. Et vous avez ceux qui ne passent pas le bac. Absolument, qui ne passent pas l'équivalent du bac. Ça s'appelle et puis par ailleurs en Suisse aussi une similitude là avec l'Italie, c'est que le contrôle continu est très important. Mais je suis le mauvais interlocuteur pour vous parler du bac suisse parce que j'ai passé mon bac en français. Cette année, les sujets c'était pour la filière générale, les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Ou revient-il à l'État de décider ce qui est juste ? La filière technologique, elle, avait le choix entre la liberté, consiste-t-elle à n'obéir à personne, ou est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ? Vous auriez choisi quoi, Juan José ? Oh là là. En Espagne, on ne passe pas de philosophie. Mais pas à l'examen du bac. De toute façon, ce n'est pas une torture, puisque 96% l'ont. Donc, sauf en Allemagne, où apparemment c'est une vraie torture. Vous auriez choisi quoi, Birgit ? Je pense que le deuxième sujet sur la liberté, parce que ça fait vraiment penser à tout l'épisode du coronavirus. Consiste-t-elle à n'obéir à personne ? Voilà, donc effectivement, c'était une grande question. Je pense pendant 2 ans, ça l'est toujours. Donc, il est juste de défendre ses droits par tous les moyens. J'aurais choisi ça. Et vous auriez dit ? J'aurais dit oui. Ça m'étonne pas beaucoup. Ça vaut un 20 sur 20, ça y est, c'est clair. Richard, vous ? J'aurais pris le sujet sur la liberté et j'aurais introduit la différence entre la liberté et la capacité de désobéir. Au fond, la désobéissance, c'est la vraie liberté. Et vous avez 4 heures pour plancher sur ça. Et Richard, tu veux voir si les prochains membres de l'Assemblée nationale vont désobéir. 19h50, on va marquer une toute petite pause. Dans un instant, vous connaissez la tradition. C'est l'idée qu'on pourrait leur piquer, une idée qu'on pourrait piquer ou pas d'ailleurs à l'étranger. Et ce soir, on a des poubelles qui parlent. Oui, ça existe. À tout de suite. Jusqu'à 20h. Rifanno la Francia. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Suite d'Ils refont la France et Cassandre Jeannin nous a rejoint. Bonsoir Cassandre. Bonsoir Amandine. L'idée de la semaine. Et comme chaque semaine, on s'arrête sur 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger qu'on pourrait ou pas, on le précise bien sûr, décliner ici en France. Cassandre, on commence avec la Suède. Oui, je vous emmène dans le sud de la Suède, plus précisément à Malmö. Et là-bas, on a fait de la propreté dans les rues un véritable combat. Si vous vous baladez dans le centre-ville, vous pourrez peut-être être surpris par des poubelles pas vraiment comme les autres. Dès que vous jetez quelque chose dedans, vous entendez... Ah ouais. Donc là, nous remercie, c'est plutôt sympa. Ou encore... Je traduis, oh oui, juste là en français, avec une voix très sensuelle, un peu gênante, on est d'accord. Et bien cette poubelle parlante qui fonctionne grâce à un détecteur et un module sonore, elle a de quoi faire réagir évidemment. L'objectif de la mairie, il est simple, féliciter les usagers pour leurs gestes citoyens et faire parler ce qui est vraiment sale, les détritus. Autre idée, avec l'Islande. Oui, les vacances approchent, alors l'Islande a imaginé une méthode pour le moins insolite pour inciter les touristes à vraiment déconnecter complètement pendant leur congé. Des chevaux qui répondent à vos emails. Et là, vous me dites, comment c'est possible ? Le cheval ne tweete pas encore ? Non, alors visualisez des équidés en pleine nature qui marchent sur des claviers géants, tapant des textes sans queue ni tête. Plus de 8000 personnes se sont déjà inscrites sur le site internet dédié qui s'appelle Outhorse Your Email. Le concept est simple, vous choisissez un cheval, vous rentrez vos coordonnées, on vous propose un message expliquant que vous êtes en vacances et que c'est un cheval qui répondra à vos mails. Donc je vous laisse imaginer la tête de vos collègues. Vous voyez la tête autour de la table. Vous choisissez quoi entre les poubelles qui parlent et les chevaux qui envoient des emails ? Richard, vous avez l'air stupéfait par les poubelles. Mais je pense surtout que si les poubelles qui parlent étaient adaptées en France, très souvent il faudrait imaginer la poubelle hurlante, parce que je constate qu'il y a beaucoup de débris à côté des poubelles. Exactement. Alberto. Moi aussi, les poubelles qui parlent, j'imagine la poubelle qui dit « ne me salis pas » quand quelqu'un met des choses qui ne sont pas en ordre. Donc, oui. Oui, je garde la poubelle, 2 choses, parce qu'elle pourrait nous dire non, pas ça, pas ici. Quand tu mets la bouteille là où il ne faut pas, pour le tri, pourquoi pas. Et puis, comme je suis assez pratique, parce que je pourrais envoyer mes enfants jeter la poubelle, ils ne vont pas se plaindre comme ils font tout le temps quand je les envoie jeter la poubelle. Je pense que ça peut être ludique. Papa, ça parle. C'est plus très original, mais la poubelle, effectivement, je pense que c'est une super motivation pour utiliser les poubelles et ne pas jeter les choses. Est-ce que vous avez remarqué cette grève des poubelles à Paris ?
Non. Oui. On l'a senti, surtout. On l'a senti. Alberto, vous avez pas vu ? Quelle est la différence quand même? Oh non! Alors là, vous êtes vache. Oui, c'est vrai. Vache n'est pas un compliment. Il est juste italien. 19h55, c'était un réel plaisir une nouvelle fois d'être avec nous. Vous allez suivre le second tour des législatives, j'imagine ? Chacun pour vos médias ? Eh oui. On scrute ça de près ? Ce sera moins amusant que cette émission. Parce que ça, on va pouvoir leur expliquer que 25%, c'est 25% après dans les... Oui, là, ça va être plus simple. Oui, ça va être beaucoup plus simple. Oui, surtout que 25% avec 50% d'abstention signifie 12,5% de soutien au pouvoir. C'est surtout que là, effectivement, ce sera plus facile à expliquer, puisque d'un côté, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il voulait être Premier ministre. S'il ne l'est pas, c'est qu'il a perdu. Et Emmanuel Macron dit qu'il ne pourra rien faire sans majorité absolue. S'il ne l'obtient pas, c'est qu'il a perdu. Donc au moins là, c'est assez simple. Les deux vont perdre. Oui, pareil, ça va être plus clair et net que dimanche dernier, qui était effectivement compliqué à expliquer. Bon, et nous, on se retrouvera bien sûr vendredi prochain, 19h15, comme tous les vendredis. Ces élections législatives, je vous le redis, c'est bien sûr à suivre sur RTL, édition spéciale dimanche dès 18h, avant les résultats. Puis à 20h, on analyse et on décrypte tous les résultats. Ce sera au tour de Julien Cellier. Passez une très belle soirée dans un instant sur RTL, spécial rugby, avec la première demi-finale du Top 14 Castres-Toulouse. Juste avant, ce sera l'essentiel de l'actualité. Très belle soirée sur RTL. Ils refont la France con Amandine Bégaud.